Eh bien, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur le plan de relance et le budget européen pour la période 2021-2027, qui est organisé conjointement par le Mouvement européen français et la section de Gironde, la Europe Direct Bordeaux et le Centre régional d'information jeunesse de Nouvelle-Aquitaine. Alors, avec nous, il y a plusieurs personnes. Il y a notamment Madame Valérie Hayet, qui est députée européenne du groupe Renew. Il y a Baudouin Baudru, qui est le représentant permanent de la Commission européenne en France. Il y a Isabelle Boudinot, qui est vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine et qui est en charge des relations européennes et internationales. De même que Samuel Brossard, qui est le responsable régional des relations internationales et européennes pour le Conseil régional. Ce webinaire sera animé par Hélène Dageville, qui est vice-présidente du mouvement européen, également avec l'aide ô combien importante de Lucia Caffaro du Centre régional d'information jeunesse et moi-même. Alors, pourquoi consacrer ce webinaire à ce sujet? Eh bien, dans le contexte actuel à la fois du Brexit et de la crise sanitaire, c'est quand même des mesures qui ont été prises au niveau européen qui sont tout à fait importantes. Il a fallu négocier pendant longtemps pour que les 27 pays de l'Union européenne se mettent d'accord. Quelques difficultés avec certains pays, notamment sur la condition de versement des sommes mises à la disposition par la Commission européenne au sujet de l'état de droit, mais on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Alors, je vais demander dans un premier temps aux différents intervenants de nous dire ce qui, pour eux, est le plus important dans ce paquet, c'est-à-dire ce groupe de mesures pour la période 2021-2027. Et on va peut-être commencer par Valérie Hayet, donc députée européenne. Merci, bonsoir à tous. Ce qui est le plus important dans ce paquet, bon, on y reviendra sans doute plus longuement évidemment, on a dans ce paquet global le budget pour les temps ordinaires, à savoir le cadre financier pluriannuel pour les années 2021-2027 et le budget pour les temps de crise, pour les temps ordinaires, à savoir le plan de relance. Et ça, c'est inédit. Le plan de relance, c'est une démarche, c'est un endettement en commun pour investir en commun entre les 27 pour transformer notre économie, faire face à la crise évidemment, et transformer notre économie. Et ça, c'est une étape, je crois, historique, autant dans le principe que dans le montant, et qui sera, à mon sens, décisive dans la construction européenne, de la même manière que l'engagement qui est parallèle au plan de relance, l'engagement dans les nouvelles ressources propres pour rembourser ce plan de relance. Et ces deux éléments structurants, j'ajoute un troisième élément structurant que vous avez déjà évoqué, à savoir la conditionnalité état de droit, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, mais qui fait partie des éléments absolument structurants pour l'avenir de l'Europe en termes d'identité de ce que doit être le projet européen. Merci, Madame Hayet. Monsieur Baudru, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important dans dans ce paquet, dans ces décisions qui ont été prises au niveau européen? Pour faire court, je dirais, et bonsoir Madame Hayet, bonsoir tout le monde. Pour faire court, je dirais c'est la révolution qui s'est produite outre-Rhin. Le fait que nos amis allemands aient accepté le principe de mutualiser la dette, donc de s'endetter collectivement et ensuite de rembourser, ou en tout cas, on verra, on en parlera plus tard, d'essayer de trouver effectivement de nouvelles ressources propres pour rembourser ces 750 milliards qui vont être empruntés par la Commission sur les marchés financiers. C'est une révolution parce que nous connaissions l'Allemagne comme étant un des pays, si pas le pays le plus orthodoxe en matière d'équilibre budgétaire. Et sans la crise sanitaire qui malheureusement continue de sévir, sans peut-être aussi quelques autres événements qui se sont produits en parallèle, on n'aurait pas eu ce saut comment vais-je dire, d'ambition européenne qui a mis en arrière-plan ce réflexe allemand de dire il faut toujours que les budgets soient en équilibre et donc on va serrer la vis le plus possible. Là, on a fait vraiment sauter tous les bouchons. Ça, c'est assez extraordinaire.
D'accord, eh bien, je vous remercie. J'en profite pour dire que dans quelques semaines, nous aurons un webinaire également sur la question de la dette, qu'elle soit européenne et qu'elle soit française aussi, avec des économistes, parce que c'est un sujet important. On ne va pas l'aborder totalement dans le détail aujourd'hui, mais ce sera l'occasion de faire un webinaire sur le sujet. Madame Bodino, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important dans ce paquet? Je partage complètement le point de vue des deux interlocuteurs précédents, hein. Je pense que Valérie Hayé a parlé d'étape historique. C'est clairement le cas. Cet emprunt en commun, c'est vraiment quelque chose qui aurait été inenvisageable avant cette crise. Et ça, d'ailleurs, on dit souvent que l'Europe n'avance que dans les crises. C'est un exemple supplémentaire, puisqu'effectivement, on est sorti de cette orthodoxie budgétaire allemande et c'était vraiment inattendu. Et c'est malheureusement par cette crise Covid que on en est arrivé là. Et il faut bien mesurer à quel point c'est une solidarité qui se crée entre pays qui sont les plus développés et ceux qui ont connu les plus grandes crises, et notamment au début du Covid, l'Italie, l'Espagne. Enfin, derrière, c'est vraiment l'image de l'Europe aux côtés de tous qui était en jeu. Et je crois que c'est ce qu'a bien compris l'Allemagne et Mme Merkel. On peut l'en remercier. Elle a bien compris que s'ils ne franchissaient pas ce pas-là, l'Europe commençait à se détricoter parce qu'on voyait bien qu'elle n'était pas présente à nos côtés quand il y avait des grandes crises. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Monsieur Brossard, pour vous, quels sont les éléments les plus importants des décisions qui ont été prises là? Ben moi, bien sûr, je partage ce qui a été dit par les trois précédents intervenants, mais je parlerai plutôt de méthode. C'est-à-dire qu'on a vu qu'en quelques mois, la méthode communautaire, et puis même la méthode intergouvernementale, a fonctionné. Les trois institutions de l'Union européenne, la Commission, le Conseil, le Parlement, ont réussi finalement entre mars et la fin de cette année. Alors, il y a eu beaucoup d'échanges, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'actualités, mais on a réussi finalement à l'échelle de l'Europe, dans un temps restreint, à trois institutions, à 27 États membres, à trouver un accord historique. Et finalement, on entend toujours des critiques sur l'Union européenne, ça ne fonctionne pas, c'est lent, etc. Alors, il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille, certainement, mais moi, ce que je retiens finalement de cet exercice-là, c'est qu'on a réussi, dans un laps de temps assez réduit, à faire en sorte que l'ensemble des institutions et les États membres trouvent un accord historique. D'accord. Bien, écoutez, je vous remercie. Donc, on va aborder en premier lieu le plan de relance et la réponse à court terme de l'Union européenne face à la crise sanitaire et économique. Et dans un deuxième temps, on parlera un peu plus du cadre financier pluriannuel. Madame Hayet, est-ce que vous pouvez nous expliquer la place du plan de relance dans ce paquet en nous présentant ces grandes lignes? Oui, bien sûr. Alors, le paquet global, c'est un peu plus de 1800 milliards d'euros. C'est 1824 milliards d'euros précisément. Avec le budget ordinaire pour les 7 prochaines années, 2021-2027, qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, qui s'élève à 1074 milliards d'euros, et le plan de relance pour 3 ans, c'est-à-dire un coup de fouet pour l'économie pour 3 ans, avec 750 milliards d'euros, dont 380 milliards de subventions. Les 360 milliards d'euros, eux, sont des prêts que les États bénéficiaires devront rembourser eux-mêmes. Sur le plan de relance, donc spécifiquement, c'est un instrument essentiellement dédié aux États. Parce que sur les 390 milliards de subventions, il y a 312 milliards qui iront dans les États membres et les 78 milliards restants resteront au budget européen pour financer la politique de cohésion, la recherche, pour compléter le financement de la politique de cohésion, de la recherche, de la transition écologique, du développement rural et de l'investissement, entre autres. Ces 312 milliards seront répartis entre 2021 et 2022 puis 2023 sur la base d'une clé de répartition assise sur la population, le nombre d'habitants, le PIB par habitant et la moyenne du taux de chômage sur les 5 dernières années.
Puis il y a des éléments spécifiques pour l'année 2023 également, pour tenir compte de l'évolution du PIB entre 2020 et 2021, pour avoir une vue un peu plus fine de la situation économique dans chacun des États membres, à l'aune des dégâts qui auront été engendrés par la crise. Sur peut-être un point sur le plan de relance européen et l'articulation avec les plans nationaux, parce qu'il peut y avoir des différences d'approche entre États. En France, par exemple, le gouvernement a fait le choix d'avoir un plan de relance national en complément de l'aide européenne. Donc, le plan de relance français, c'est 100 milliards d'euros, dont 40 milliards d'aide européenne. Donc, et on fait le constat que la France recouvre dans ses priorités celles qui ont été établies pour le plan de relance européen, puisqu'il y a des modalités qui ont été proposées puis négociées avec le Parlement européen sur le plan de relance européen. Aujourd'hui, à l'issue des négociations, il y a 6 piliers pour le plan de relance européen. Un pilier vert, un pilier numérique, un pilier compétitivité, notamment pour les petites et moyennes entreprises, un pilier cohésion sociale et territoriale, un pilier santé et résilience institutionnelle et un pilier relance enfants et jeunesse. Il y a seulement 2 piliers qui ont été fléchés, si je puis dire, en termes budgétaires. Pour le climat, donc 37% des dépenses du plan de relance national doivent être dédiées au climat et 20% doivent être dédiées au numérique. Donc là, on retrouve les principales orientations affichées par la Commission européenne avec l'enjeu de transition climatique et l'enjeu de transition numérique. Et puis, peut-être un dernier point sur les conditions pour bénéficier du plan de relance, avec des principes horizontaux qui ont été négociés. Le plan de relance, tel qu'il viendra accompagner les États membres, n'aura pas pour vocation de financer des dépenses budgétaires nationales récurrentes. En clair, il n'a pas vocation à financer du fonctionnement. Et puis il ne devra pas nuire à l'environnement. C'est ce qu'on a appelé dans la bulle européenne le do no harm principle. Et puis, le mécanisme de protection de l'état de droit s'appliquera. Dit autrement, pour bénéficier de l'argent du plan de relance, comme pour bénéficier de l'argent issu du budget européen, il faut respecter les valeurs de l'Union européenne. Il ne faut pas mettre en place des zones anti-LGBTI comme on le voit en Pologne. Il ne faut pas détourner de l'argent européen, etc., etc. Ça fait l'objet de discussions très vives et d'oppositions farouches de la part de la Hongrie et de la Pologne qui ont réussi à être levées. Mais c'était un point absolument fondamental pour certains États membres et aussi le Parlement européen en a fait une ligne rouge. Donc voilà pour les grandes orientations de ce plan de relance. Est-ce que le respect de l'état de droit, c'est le respect de la Charte européenne des droits élémentaires? C'est l'article 2. Donc oui, c'est le principe de la liberté démocratique, de l'indépendance de la presse, des libertés humaines, des libertés fondamentales. C'est au socle. Enfin, c'est le socle du projet européen. C'est inadmissible, inenvisageable qu'on ait des États membres qui bafouent ces principes élémentaires qui sont à la base de la construction européenne et qui font l'identité de nos démocraties. Donc on a un enjeu, et c'était très important. Je pense que l'Union a tardé à agir. Et c'est la raison pour laquelle on a eu tellement de tensions cette année, en tout cas en 2020, sur ces négociations-là. On a tardé à agir, on s'est retrouvé un peu au pied du mur et il a fallu utiliser la méthode forte, entre guillemets. Mais le positionnement du Parlement européen a été très dur. Sans avancer sur le mécanisme état de droit, le Parlement européen a annoncé la couleur. Si pas d'avancée sur le mécanisme état de droit et si pas d'avancée sur les ressources propres, on ne vote pas le budget. Donc, les États membres ont eu cette idée-là très tôt. Sur les ressources propres, c'était une position du Parlement européen de longue date. Sur le mécanisme état de droit, au fur et à mesure que l'année 2020 s'est avancée, avec l'interdiction du droit à l'avortement de facto en Pologne, avec les zones anti-LGBTI en Pologne, avec les atteintes à la liberté de la presse, à l'indépendance de la justice en Hongrie, tout ça a fait que le Parlement européen, au fur et à mesure que les semaines ont avancé au cours de l'année 2020, les provocations d'Orban aussi, le Parlement européen a dit ça suffit, ça n'est plus possible et il faut qu'on soit efficace. Je pense que l'Allemagne, qui avait assuré la présidence tournante de l'Union, on a fait un point d'honneur. Il y a eu des avancées, quelques petits reculs et puis au final on a un texte qui est solide, qui est efficace, opérationnel, et le Parlement européen sera très vigilant pour s'assurer sur le fait qu'il sera mis en œuvre dès le début de cette année.
Je vous remercie. Monsieur Baudru, est-ce qu'au niveau de la commission, vous voulez rajouter quelques éléments ou est-ce que vous avez des choses pour compléter ce que vient de dire Madame Hayet? Bah, tout d'abord, je voudrais dire que je suis absolument d'accord avec ce que Mme Hayet vient d'expliquer. Le contexte, effectivement, était difficile, mais étant donné qu'il y avait urgence, en effet, tout d'un coup, et la Commission, avec sa présidente, et les États membres ont trouvé des ressources extraordinaires pour transformer le besoin en moyen. Et c'est vrai que vous l'aviez dit vous-même, c'est souvent dans les crises que l'Europe fait vraiment des avancées considérables. C'est le cas ici aussi. Je pense qu'il faut souligner pour celles et ceux qui nous suivent que le rôle du Parlement européen a été essentiel dans ces négociations parce qu'on s'est beaucoup concentré sur le sommet du mois de juillet. Effectivement, il était essentiel parce qu'il fallait avoir l'accord des 27 et sans ça, il ne se passait rien. Mais vous aurez sans doute observé que pendant ces négociations du mois de juillet, il y a quelques programmes pourtant emblématiques de l'Union européenne, comme Erasmus par exemple, comme Horizon, donc le futur programme de recherche, qui ont perdu des plumes dans ces négociations. Et grâce au Parlement européen, qui a donc continué à négocier jusqu'à la dernière minute pour obtenir quand même une augmentation de 15 milliards par rapport à l'accord de fin juillet, on a pu rétablir des enveloppes, je ne sais pas si elles sont suffisantes, mais en tout cas, elles sont raisonnables pour des programmes comme ça. Et j'ai oublié même de parler du programme santé. Personne n'a compris qu'au mois de juillet, à la fin juillet, le résultat du Conseil européen était de réduire à peau de chagrin le financement du programme santé alors que nous sommes en pleine pandémie de la Covid. Et Dieu merci, le Parlement européen a utilisé tous ses pouvoirs pour rétablir un équilibre qui était absolument indispensable. Donc, je dis ça parce que les citoyens oublient souvent qu'ils sont aussi des électeurs. Ils ont été aux urnes en 2019 pour élire le Parlement européen. Bien, voilà un bel exemple d'un vote utile puisque les parlementaires européens ont permis de retrouver un équilibre dans le budget européen alors que ce n'était pas gagné du tout d'avance. On se souvient que 4 États membres en particulier étaient très, très, très réticents à revoir la copie du Conseil européen de juillet. Donc voilà, je voulais souligner ça. Je représente la Commission, mais la Commission et le Parlement, dans les questions budgétaires, sont presque toujours des alliés. D'accord, merci. Au niveau d'Erasmus, hein, puisque vous l'avez évoqué, vous avez parlé d'une baisse de budget. C'est une baisse de budget par rapport aux prévisions. C'est quand même une hausse très importante par rapport au précédent plan de 6 ans. Je sais, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est... On passe de 14 à 23, enfin, ou 23 et demi. Voilà, c'est 50% d'augmentation. Milliards, oui. Oui. Et 50% d'augmentation du budget d'Erasmus, qui ne concerne pas que les étudiants, mais qui concerne... c'est tout au long de la vie qu'Erasmus est appliqué et tout le monde peut en bénéficier au travers d'organisations diverses, mais les entreprises, les associations et autres. Les apprentis, oui, mais les associations aussi coopèrent et ça, c'est très important de rappeler aux gens que Erasmus, ce n'est pas que les étudiants ou que les apprentis, même si c'est aussi très important. Je profite pour vous poser une question par rapport à ce sujet qui a été soulevé parce qu'un de nos auditeurs nous dit qu'est-ce que le plan de relance va porter aux jeunes et à la mobilité des jeunes en Europe. Donc, on aura des éléments qui seront liés directement au plan de relance. Oui. Et peut-être Madame Boudinot, parce que je crois que c'est un des points essentiels de l'action du Conseil régional. Peut-être vous pouvez en dire 2 mots là-dessus. Sur le plan de relance, alors on rentre dans une question où peut-être il y aurait un débat entre nous, puisque Madame Hayet l'a clairement dit, elle dit que ce plan de relance est dédié aux États essentiellement.
Donc, évidemment, nous, régions, essayons, et au comité des régions, où j'ai l'honneur de présider la commission cohésion des territoires, on essaie de faire en sorte que les territoires régionaux ou les autorités de gestion des fonds européens ne soient pas écartés de la mise en place du plan de relance. On a bien dit qu'en France, sur les 100 milliards de plan de relance, 40 milliards étaient des crédits européens. Nous, les régions, on va avoir une toute petite partie de la relance qui s'appelle REACT-EU, qui est de 4,7 milliards en gros pour l'ensemble des régions françaises, comparé aux 40 milliards. Hein. Cependant, cette répartition de ces deux enveloppes va nécessiter une coordination extrêmement étroite entre le gouvernement et les régions. Je dois dire d'ailleurs que le Premier ministre et Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion, et puis le secrétaire d'État aux questions européennes nous reçoivent assez régulièrement hein, pour qu'on essaie d'avoir une bonne coordination. Mais pour l'instant, on est quand même assez inquiet parce que les mesures que vont lancer l'État en s'appuyant sur des préfets peuvent parfois être mal coordonnées avec ce que nous souhaitons faire sur le territoire. Sachant que les régions sont quand même le chef de file sur l'économie, on connaît parfaitement bien nos PME, on connaît parfaitement bien le tissu industriel, on sait exactement qui il faut aider en priorité. Si l'État, avec cette énorme enveloppe de 40 milliards, commence à soutenir des projets qu'on n'est pas au courant, on va être un petit peu la voiture balai. On va essayer de trouver les projets qui n'ont pas été aidés, puisque évidemment, on ne pourra pas cumuler l'aide européenne du plan de relance des 40 milliards et la petite enveloppe de 4,7 milliards de REACT-EU. C'est l'Europe, la Commission interdit que l'on ait deux sources de financement européennes sur un même projet. Donc, ça vous laisse imaginer le travail extrêmement étroit que nous allons devoir avoir avec les préfets de région en particulier, et essayer d'être complémentaires et non pas concurrents dans l'aide au projet. Tout ça sur une durée très courte. Hein. Le plan de relance, il faut vraiment que dans les 2 ans qui viennent, on sache précisément qu'est-ce qu'on doit aider. Donc, ça nécessitera une certaine massification. Et en même temps, si on arrose, entre guillemets, c'est un très vilain mot, mais si ces enveloppes ne sont dédiées qu'aux plus grands groupes, on aura complètement raté l'objectif de la relance. Donc, il faudra vraiment qu'on soit à la manœuvre. Et pour revenir à votre question initiale sur ce que le plan de relance peut apporter aux jeunes, nous, on est en train de travailler évidemment sur les questions de formation professionnelle, d'apprentissage, d'orientation. Les régions ont en charge les lycées professionnels, lycées généraux. Par ce prisme-là, on essaie de voir ce qui est utile pour eux dans le plan de relance. D'accord, merci. Monsieur Brossard, au niveau de la mise en œuvre de ces actions et peut-être aussi de la mobilité, ce serait peut-être intéressant d'en parler, de dire quelle est l'action de la région là-dessus. Oui, mais comme disait Isabelle, c'est vrai qu'on a des enveloppes, nous, en région, la concrétisation du plan de relance en région, pas en France, hein, mais la France bénéficie bien sûr du gros volume de la facilité pour la reprise et la résilience, mais REACT-EU qui se concrétise en région. En Nouvelle-Aquitaine, à titre d'information, c'est plus de 210 millions d'euros sur 3 ans. Ces 210 millions d'euros, il va falloir ensuite, bien entendu, qu'on arrive à les flécher très rapidement, dès maintenant, hein, 2021, 2022, 2023. Donc la Commission nous a demandé vraiment de resserrer la période d'exécution pour faire en sorte d'injecter rapidement de l'argent sur le territoire. Ces 210 millions d'euros sur les environ 4 milliards d'euros dont la France va bénéficier à titre de REACT, eh bien, on va les flécher de notre côté sur 3-4 grandes priorités. Enfin, en tout cas, c'est la négociation qui est à l'œuvre avec la Commission aujourd'hui, à la fois sur le soutien aux entreprises, parce qu'on voit bien que dans cette crise, il y a un fort besoin d'accompagnement des entreprises, des PME, bien entendu, soit sur des instruments financiers. On a beaucoup d'entreprises qu'on a pu aider dans cette crise qui ont des besoins en fonds propres notamment. On a vu ce besoin apparaître très nettement. De soutien à l'investissement productif.
On avait des chiffres récemment en Nouvelle-Aquitaine qui montraient qu'on n'a jamais eu finalement autant de projets d'investissement que depuis cette crise. Même dans une période normale, on voit bien que ça, finalement, ça permet, enfin, c'est une façon peut-être d'anticiper les crises à venir, d'investir, d'adapter ces entreprises aux nouveaux enjeux. Ça, c'est le premier bloc. La deuxième thématique, ce serait un peu la question de la transition énergétique et écologique, c'est-à-dire essayer là aussi de préparer l'avenir. Alors, ça passe par des investissements qui visent la mobilité douce, mobilité durable en milieu urbain, par exemple, bien entendu. Nous, on souhaite défendre le verdissement des transports en commun, faire en sorte qu'on ait des matériels roulants plus verts. Là, on est dans une discussion avec la Commission, puisque ce n'est pas forcément à ce stade encore partagé. Et puis, de façon très large, la rénovation énergétique des bâtiments, le développement des énergies renouvelables, tout ça, ce sont des choses assez connues, mais qui demandent à être massifiées. En tout cas, on souhaite utiliser ces crédits à cet effet-là. Et puis, deux dernières grandes priorités que sont la transition numérique. Là aussi, la crise a mis en lumière beaucoup de besoins d'usages numériques nouveaux, enfin, en tout cas qui existaient, mais qui sont bien sûr décuplés avec cette crise. Donc, soit au niveau des PME, soit au niveau des services publics, faire en sorte que, par exemple, nos différents collèges, lycées, universités soient totalement numérisés pour qu'on ait des cours en ligne, pour qu'on ait encore plus de possibilités de ce point de vue-là. Et puis enfin, la question de la formation professionnelle, de l'apprentissage, de l'orientation, tout le bloc et le volet emploi. On souhaite bien entendu… Tout au long de la vie. Pardon ? Tout au long de la vie. Tout au long de la vie, bien sûr. Là en fait, l'objectif, c'est aussi de former peut-être des personnes, des salariés qui sont en train de devenir chômeurs et qui vont peut-être devenir chômeurs, plutôt que de les mettre au chômage, c'est de les former pendant ce temps-là de crise pour ensuite pouvoir réinjecter cette matière, cette ressource humaine sur les entreprises, dans les administrations, sur les entreprises du territoire, avec des besoins identifiés et des nouveaux besoins. Donc, voilà un peu les grandes priorités qu'on souhaite mettre en avant en Nouvelle-Aquitaine avec ces 210 millions d'euros. Merci, Monsieur Brossard. Madame Hayet, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur les modalités de financement et notamment de remboursement des emprunts effectués. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un petit peu les modalités en quelques très courts? Bien sûr. Pardonnez-moi, par contre, je me permets une remarque. Madame Boudinot, c'est l'une des spécificités du plan de relance. C'est cumulable avec React-EU. Alors après, il faut fonctionner par tranche, effectivement. Mais dans le texte plan de relance, il est précisé que les projets peuvent bénéficier, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez, d'autres instruments qui peuvent accompagner le projet ou l'investissement concerné. Alors, Monsieur Baudru, vous allez peut-être confirmer ou infirmer, mais c'est peut-être un point à creuser. Pas des FESI, hein, pas des fonds structurels, peut-être avec d'autres grands programmes, mais au niveau des fonds structurels, ça, je ne pense pas. Hein. Bon. Il est vrai qu'il y a encore du travail à faire en France pour assurer une complémentarité entre les sources de financement de France Relance avec ces sources de financement qui viennent des fonds structurels et pour lesquels les régions sont autorités de gestion. Parce qu'il y a effectivement déjà, je pense, au niveau d'un certain nombre de régions, cet exercice de fléchage qui a déjà été réalisé. Et on se rend compte maintenant qu'au fur et à mesure que France Relance évolue dans son élaboration, qu'il y a des doublons, en fait, quelque part. Et donc, ce serait évidemment très dommage de financer deux fois. D'ailleurs, ce serait interdit sur base des règles financières européennes. Mais on risque de prendre un peu de retard si on n'a pas anticipé ces questions-là. Donc, il faut vraiment mettre la vitesse supérieure pour que, justement, ce dialogue entre l'État et les régions en particulier se concrétise par des choix d'action et de financement européen. D'accord. Peut-être, Madame Boudinot, vous pouvez nous parler du comité des régions et de la relation que vous avez avec la Commission là-dessus? Bah, écoutez, la question que j'ai évoquée justement sur la régionalisation des
des fonds structurels est typiquement le genre de question dont on se saisit au comité des régions, puisqu'on est des représentants de l'ensemble des collectivités territoriales, locales, des 27 pays de l'Union européenne. Donc, on est très vigilant à ce que l'échelle territoriale des villes, des régions, des autorités de gestion des fonds de cohésion, il faut quand même rappeler que les fonds de cohésion, c'est quasiment un tiers du budget européen. C'est le deuxième budget après la PAC, donc c'est extrêmement important. Et c'est un vrai budget d'investissement. Madame Hayet parlait de subventions dans le plan de relance, mais les fonds structurels, ce sont aussi des subventions. C'est vraiment un effet levier assez extraordinaire pour les territoires qui peuvent bénéficier de ces fonds. Donc, on est, nous, au comité des régions, qui a été créé d'ailleurs par Jacques Delors, pour rapprocher l'Europe des citoyens. On est ce médiateur entre les porteurs de projets qui bénéficient des fonds structurels et les législateurs. Et donc, on fait très souvent un travail en commun avec les parlementaires européens. Moi, je sais qu'en tant que présidente de la COTER, Commission Cohésion des Territoires, je vois très souvent Younous Omarjee, qui est le président de la commission Régie, Karima Delli, la présidente de la commission Transport. On parle beaucoup budget. Je n'avais pas eu l'occasion de voir Valérie Hayet, mais je sais qu'on en a... Nos collègues avaient parlé qu'on essaie de faire en sorte de se rencontrer. Donc, merci pour cette occasion, puisque la COTER s'occupe aussi du budget. Et l'idée, c'est au maximum de faire un front commun entre le Parlement européen et le Comité des régions, justement pour défendre la valeur ajoutée de cette politique de cohésion. On est tout à fait en phase là-dessus sur l'utilité, la nécessité absolue de maintenir le volume financier de cette politique de cohésion qui a été remise en cause. En fait, à chaque négociation budgétaire, cette politique de cohésion, elle est un peu remise en cause par certains pays, les pays du nord de l'Europe, la Grande-Bretagne en faisait partie aussi. Bon, ça, c'est réglé. Ouais, c'est réglé. De ce point de vue-là, d'ailleurs, je pense beaucoup d'experts disent qu'on ne serait pas arrivé à ce paquet commun si la Grande-Bretagne avait été là, parce qu'il y avait l'orthodoxie financière allemande, mais le libéralisme de la Grande-Bretagne était aussi un obstacle à cet endettement commun. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'alimenter aussi le Parlement européen, puisque nous, on est en tant que partenaire des porteurs de projets très au courant de ce que les projets de loi donnent comme effet concret sur le territoire. Donc on essaie d'alerter quand on pense que là c'est peut-être une belle idée théorique mais que concrètement l'application va poser des problèmes, où on essaie de soutenir certaines politiques qui nous tiennent à cœur. Je sais qu'on a réussi à faire passer le message maintenant sur par exemple le transfrontalier. C'est vraiment pour nous quelque chose d'extrêmement valorisant de montrer à quel point des coopérations entre régions de pays différents qui sont souvent des marges pour un État-nation, c'est les franges, les marges loin de la capitale nationale et on voit bien que de région à région, on arrive à faire des politiques qui sont une valeur ajoutée européenne qui est tout de suite une démonstration. On l'a fait en termes de santé. Enfin là, pour traverser la crise, clairement, on a bien vu des régions qui pouvaient arriver à transférer du matériel ou même des malades. Ça a été entre l'Italie, l'Allemagne, entre le nord de la France, Mulhouse et l'Allemagne. Enfin, voilà. Des fois, les régions sont en avance par rapport à leur État pour travailler en commun et montrer que l'Europe, ça a un sens et ça a des actions concrètes. Merci, vraiment, voilà, je voulais simplement positiver pour dire que le comité des régions n'est pas très connu, mais quand on travaille vraiment en étroite collaboration avec le Parlement européen, je crois qu'on s'y retrouve tous et qu'on est mieux entendus quand justement on a ce front commun de questions qu'on partage ensemble.
D'accord, Madame merci. Boudinot, j'en profite pour vous poser une question en direct parce qu'on a eu une remarque sur comment rendre visible en France la contribution européenne du plan de relance. Vu que la communication faite par les services de l'État dans les régions ne fait pas ou très peu référence au soutien de l'Union européenne. Alors ça, c'est, si vous voulez mon avis, une grande avancée qu'a obtenue François Hollande, enfin, ou qu'a obtenu plus exactement le président de la région Aquitaine, maintenant Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Il a obtenu de François Hollande que les régions soient autorités de gestion des fonds européens et donc d'une partie aussi du plan de relance maintenant. Et ça a permis que l'on prenne en charge ces questions de communication et que réellement, on ait une charte, on est extrêmement vigilant. C'est une de mes missions principales, c'est de faire un peu le chien de garde. Partout où on met de l'argent européen, on a une charte qui impose vraiment le logo de l'Europe, un grand panneau de chantier, une bannière, enfin des choses qu'il faut bien reconnaître du temps où c'était les préfets qui géraient ces fonds. Ça n'apparaissait moins parce que les préfets souvent masquaient le désengagement de l'État avec des crédits européens sans trop le dire. Nous, on a vraiment ça nous tient à cœur, on a cette chevillée au corps, cette idée que l'Europe doit apparaître et que nos fonds structurels, c'est le visage de l'Europe sur les territoires. Donc vraiment, sur le plan de relance, vous pouvez nous faire confiance. Chaque fois qu'il y en aura, il y aura le logo, les plaquettes de communication auront le logo. On a une équipe de communication qui est dédiée à ça, qui fait de la cartographie aussi, du SIG. Quand on va sur le portail de la région Nouvelle-Aquitaine, on peut géolocaliser des projets qui ont été financés par l'Europe. Ouais. Enfin, vraiment, on a développé des outils de communication dédiés qui malheureusement ne sont pas encore assez connus parce que les médias ne s'intéressent pas assez à l'Europe. C'est un vrai problème français, mais on en reparlera. Le maximum. Merci d'ailleurs. Madame Hayet. Regardez le logo de France Relance. Hein. Je crois que Clément Beaune y est pour quelque chose, le secrétaire d'État aux Affaires européennes. Il y a le drapeau français, le drapeau européen. Donc ça, en tout cas, sur le logo, parfait. On est bon. Madame Hayet, une question. On rembourse comment les emprunts? On y vient au remboursement. Et je voudrais effectivement rendre hommage à Clément Beaune. Ce logo-là, je sais qu'il s'est particulièrement mobilisé pour que chaque projet qui bénéficiera du plan de relance ait le logo français et le logo drapeau européen. Le plan de relance, comment on le rembourse? Ça a été l'un des enjeux des négociations de cet été entre les chefs d'État et le gouvernement. Et l'un des points forts saillants dans la négociation avec le Parlement européen. Ce plan de relance, cet emprunt en commun, c'est une étape historique, mais il a fallu penser au moment du remboursement. Il ne s'agit pas simplement de s'endetter, il faut aussi à un moment ou à un autre rembourser. Et en juillet dernier, il y a eu un accord politique entre les chefs d'État et de gouvernement pour rembourser ce grand emprunt en commun par ce qu'on appelle les nouvelles ressources propres. Les nouvelles ressources propres, c'est ce qui appartiendra demain en propre à l'Union européenne. Alors ça, c'est une idée portée de longue date par tous les pro-européens, par le Parlement européen en l'occurrence, et c'est aussi une idée portée, soutenue notamment par la France, mais aussi par d'autres États, l'Italie, l'Espagne, etc. Tous ne sont pas des grands amoureux des ressources propres, mais l'idée, c'est quoi? C'est que, alors peut-être vous expliquer pourquoi depuis tant d'années, le Parlement européen demande de nouvelles ressources propres. C'est que tous les 7 ans, on voit, quand il faut négocier les budgets ordinaires qui sont programmés pour 7 ans à chaque fois, chaque État arrive à la table des négociations en regardant combien il met au pot commun et combien il reçoit. Donc en fait, il y a cette logique qu'on appelle la logique du juste retour qui est assez délétère parce que même les plus pro-européens, ils vont quand même regarder, ils vont arriver à la table des négociations avec une logique nationale. Et demain, avec des ressources propres, ça permettra de se concentrer vraiment sur le projet européen. Premier argument. Deuxième argument, les ressources propres, elles doivent ramener de la justice fiscale et elles doivent faire du lien entre les politiques publiques européennes portées par l'Union et le budget européen. Les politiques en matière de transition numérique, les politiques en matière de transition écologique, le lien avec le marché intérieur. Et troisième argument qui est né au courant de l'année 2020, c'est rembourser ce fameux plan de relance. Parce qu'on a 3 manières de rembourser ce plan de relance. Soit
on demande aux États d'augmenter leur contribution nationale. Ça veut dire qu'on demande aux citoyens européens de payer davantage. Soit on coupe dans le budget ordinaire. Ça veut dire que c'est les citoyens européens, c'est moins d'argent pour la PAC, la politique agricole commune, moins d'argent pour Erasmus, etc., etc. Ce à quoi on s'est refusé. Soit on met en place ces ressources propres, c'est-à-dire qu'on va faire payer ceux qui ne paient pas leur juste part d'impôts aujourd'hui, les géants du numérique, les entreprises extra-européennes qui polluent, les institutions financières qui spéculent. Et pour ça, donc il y a eu un accord politique de principe en juillet, et nous, Parlement européen, on a voulu sécuriser cet accord et transformer cet accord politique en un accord juridiquement contraignant. Ça a été difficile, mais on y est parvenu. Pourquoi on a voulu le transformer en un accord juridiquement contraignant? C'est qu'on sait qu'il y a des États qui ont dit oui en juillet dernier, qui ont donné leur accord politique, mais qui sont opposés historiquement aux ressources propres, soit à toutes, soit à certaines. Et donc, on voulait s'assurer qu'il n'y ait pas de rétropédalage et que l'année prochaine, on n'ait pas les Pays-Bas qui nous disent finalement, nous, on ne veut pas de taxe sur les géants du numérique, ou la Pologne qui nous disent demain, nous, on ne veut plus s'engager sur telle ou telle nouvelle ressource propre. Alors, il y a tout un processus qui a été négocié. Ce n'est pas la fin de l'histoire parce qu'à la fin des fins, il faudra que les parlements nationaux ratifient et donnent leur accord pour mettre en place chaque nouvelle ressource propre. Mais on est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait dans la négociation pour s'assurer d'avoir des modalités de remboursement fiables et sécurisées. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un peut, en 2 minutes, nous parler de l'Europe de la santé, sachant que la santé, a priori, c'est une compétence nationale, mais que l'Europe a une compétence d'appui sur ce domaine? Très rapidement, et puis peut-être les autres panélistes, si je peux les appeler comme ça, compléteront. L'Europe de la santé aujourd'hui, c'est malheureusement très peu de choses. C'est une décision souveraine des États membres de dire on va mettre en commun un certain nombre de compétences et aussi des moyens pour toute une série de politiques. Mais là, sur la santé, manifestement, les États membres n'étaient pas trop chauds pour créer véritablement une santé publique européenne. Donc, on a un article 168 dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui dit, comme vous l'avez résumé très bien, que l'Union européenne a une compétence d'appui qui facilite les échanges de bonnes pratiques, qui subventionne un peu les campagnes, par exemple, pour promouvoir la vaccination. C'est quelque chose de très actuel. Mais quand on voit que sur la période précédente des 7 années 2014-2020, on avait un budget de 450 millions d'euros pour 28 États membres, c'est 12 centimes d'euros par Européen et par an. Donc, c'était ça le budget européen pour la santé. Donc, il ne faut pas rêver, on ne peut pas faire des miracles avec ça. C'est la raison pour laquelle la proposition finale, avec l'aide aussi du Parlement, d'avoir un budget pour l'Europe de la santé de plus de 5 milliards d'euros, c'est énorme par rapport à ce dont nous disposons aujourd'hui. Cependant, il faut quand même être clair, l'organisation des systèmes de santé, on n'a pas changé les traités. Donc, l'organisation des systèmes de santé, les investissements que chaque État souhaite effectivement effectuer pour renforcer son système de santé, tout ça reste intégralement un terrain souverain des États membres et l'Union européenne n'intervient pas là-dedans. Simplement, ce que nous souhaitons, pour tirer le leçon de ce qui s'est passé l'année dernière, c'est de renforcer les moyens d'anticipation de développement des pandémies, de mettre en place effectivement des stocks de matériel médical, éventuellement de médicaments dès qu'on les a, etc., pour pouvoir assurer une distribution beaucoup plus efficace que ce que malheureusement on a dû observer au printemps de l'année dernière, où finalement chacun gardait ses matériels, etc. Au bout d'un moment, la solidarité a refait surface, mais au début, c'était quand même un petit peu chaotique. Donc, on va essayer avec ce nouveau budget de mettre en place quelque chose qui puisse permettre à l'Europe, de manière très solidaire et efficace, de répondre directement à une pandémie qui viendrait à se déclarer pour essayer justement d'éviter qu'elle se répande partout. Merci. Hélène ? Merci, mais merci à tous les intervenants d'avoir vraiment clarifié pour nous ce qu'est ce plan de relance qui, comme l'avait dit Madame Hayé en début, est un plan tout à fait inédit, mais comme son nom l'indique, est aussi un instrument conjoncturel fait pour répondre à la crise que nous traversons. À côté de ce plan de relance et en même temps a été décidé le cadre financier pluriannuel
qui va fixer les limites du budget européen pour les 7 années à venir. Le plan de relance couvre 3 ans, a priori. Ici, nous parlons d'un plan de 7 ans et c'est la manière dont le budget européen est organisé. Il est voté annuellement, mais il est encadré par ce cadre financier pluriannuel. Et on peut imaginer qu'un tel cadre financier, c'est une décision très difficile à accoucher au niveau européen. En réalité, prend plusieurs années. Et on parle ici, en réalité, de plus d'1 trilliard d'euros pour les 7 années à venir. D'où l'importance de comprendre qu'est-ce qui est vraiment derrière cette décision, qu'est-ce qui est vraiment derrière ce trilliard d'euros. Et je me tournerai vers Baudouin-Baudru pour commencer en vous demandant si vous pouvez nous expliquer quelle est l'importance d'un tel cadre pour le fonctionnement de l'Union européenne et qu'est-ce que ce cadre-ci, en quoi est-il différent des cadres précédents, à la fois en volume mais aussi en contenu? Quelles priorités politiques se traduisent derrière ce cadre pluriannuel? Oui. Merci beaucoup, Hélène. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu ésotérique. Bon, tout ce qui est financier paraît aussi d'ailleurs assez technique. En réalité, c'est une décision très politique. Parce que le budget, que ce soit au niveau européen, au niveau national, au niveau régional, c'est là où on fait les choix de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, et de l'importance relative qu'on donne à telle politique par rapport à d'autres. Et donc, ce cadre financier, comme son nom l'indique, est une boîte, si vous voulez. Ça veut dire qu'il y a des limites aux moyens financiers de l'Union européenne, limites qui sont définies par les États membres, puisque les États membres, finalement, sont ceux qui contribuent à ce fameux budget européen, principalement. Madame Hayé a évoqué effectivement l'importance des ressources propres, qui sont des ressources qui appartiennent à l'Union européenne. Aujourd'hui, les ressources propres, c'est quand même un pourcentage relativement faible de l'ensemble du budget européen. La plus grosse partie, en fait, c'est à peu près 70% du budget européen, au moins, provient d'un transfert direct des trésoreries nationales vers le budget européen. C'est ce qu'on appelle la ressource PIB. Donc, les États membres, évidemment, font attention à ce que ce cadre ne dépasse pas les limites et qu'ils soient capables, d'ailleurs, de contribuer, en fonction de leur richesse relative, essentiellement, au budget européen. Mais cependant, il y a effectivement des États membres qui paient plus que d'autres, puisqu'ils sont plus développés, etc. Et donc, c'est aussi un instrument de solidarité. Je crois qu'on peut dire que le budget européen, quelque part, incarne, si vous voulez, ce double principe de responsabilité et de solidarité. L'un ne va pas sans l'autre, et c'est comme ça qu'on arrive finalement à obtenir un accord. Alors, ce cadre assure effectivement des moyens qui doivent financer les priorités de l'Union européenne, priorités qui sont proposées par la Commission européenne, mais qui sont en fait endossées, adoptées quelque part par le Conseil européen et par le Parlement européen, puisque souvenez-vous quand même que l'année dernière, Madame von der Leyen, en tant que candidate présidente de la Commission, est allée présenter ses priorités devant le Parlement européen, et c'est sur cette base que le Parlement l'a élue présidente de la Commission. Donc, en fait, elle a dû obtenir le soutien du Parlement européen fondé sur les priorités qu'elle a présentées, notamment le pacte vert, la transition numérique, etc. Donc, voilà. Donc, on a un ensemble de priorités. Il faut maintenant les financer. Ça se négocie avec les États membres. Et évidemment, comme on a un budget qui est prévu pour 7 années, il faut quand même prévoir des instruments qu'on pourrait mobiliser au cas où on en a besoin pour des besoins qui n'avaient pas été anticipés au moment de l'accord pluriannuel. C'est la raison pour laquelle ce cadre financier pluriannuel est complété par ce qu'on appelle des instruments de flexibilité. Je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais je vous donne simplement 2 exemples. Le fonds d'ajustement au Brexit, ça c'est quelque chose qui a été introduit pendant les négociations l'été dernier. Voyant que les négociations avec nos amis britanniques étaient assez compliquées et difficiles et incertaines, on a proposé d'avoir une enveloppe de 5 milliards permettant, par exemple, aux pêcheurs français, s'ils avaient perdu l'accès aux eaux britanniques, d'obtenir des compensations pour pouvoir, je dirais, adapter leurs activités, etc. Un autre exemple d'instrument de flexibilité, c'est la réserve de solidarité et d'aide d'urgence. C'est une réserve de 1,2 milliard tous les ans
qui peut être mobilisé, par exemple, pour aider une région en Europe qui a été touchée par une catastrophe naturelle. Et je sais que notamment les Alpes-Maritimes, après le passage de la tempête, enfin c'était plus qu'une tempête d'ailleurs, Alex, vous avez vu les destructions dans les hautes vallées de ce département, a demandé effectivement de pouvoir bénéficier de cette réserve de solidarité. Bon, ce sont des événements qu'on ne pouvait pas prévoir, évidemment, quand on négocie un budget de 7 ans. Donc, c'est important de le savoir. Alors, négociation difficile, mais en même temps, quand on connaît un peu mieux les pays qui étaient assez réticents, on peut mieux comprendre pourquoi ils étaient réticents. Tout d'abord, il y a une dimension culturelle. Certains pays considèrent que l'équilibre budgétaire est sacro-saint et donc sont très réticents à accepter en fait qu'on donne plus que ce qu'il est nécessaire pour garantir justement un budget dans le vert, si je puis dire. Donc, avant de transférer de l'argent au budget européen, ils font vraiment leurs calculs parce que c'est dans leur culture, dans leur tradition. Deuxièmement, je vais prendre l'exemple des Pays-Bas. Le gouvernement, et d'ailleurs vous l'avez vu il y a quelques jours, le gouvernement est un gouvernement de coalition. Ça veut dire que ce gouvernement doit être soutenu par les différents partis qui forment la coalition au Parlement pour pouvoir aller à Bruxelles et négocier un montant que les Pays-Bas pourraient transférer au budget européen. Parce que M. Rutte, en fait, ne va pas à Bruxelles comme ça, tout seul, avec son papier dans la poche. Il doit d'abord passer devant son Parlement et demander l'accord de ce qu'on appelle la Tweede Kamer aux Pays-Bas, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, si vous voulez, néerlandaise. Et c'est avec ce mandat qu'il va à Bruxelles et qu'il négocie. Donc, il n'a pas la même marge de manœuvre, par exemple, que le président Macron, qui, lui, va à Bruxelles avec, effectivement, ses priorités telles qu'il les a définies. Il y a effectivement le Parlement européen, j'en ai parlé tout à l'heure, je n'y reviens pas. Alors, quelles sont les grandes enveloppes de dépenses dans ce cadre financier pluriannuel 2021-2027? Bien, on n'a pas énormément de changements fondamentaux par rapport à la structure précédente, sinon que quand même, la structure n'est pas tout à fait la même. Parce que lorsque la commission Juncker, encore à l'époque, puisque ce projet a été présenté en 2018, la commission de Jean-Claude Juncker a voulu simplifier la structure et donc on est passé de 58 programmes existants à 37 programmes. Donc on a fusionné pas mal de programmes et il était d'ailleurs prévu dans la proposition de la commission Juncker que le programme santé soit intégré dans le programme dans le Fonds social européen. C'est un exemple. Depuis, le programme santé est ressorti parce qu'il devait obtenir une certaine visibilité mais aussi une certaine taille. Mais en fait, il y avait un effort de simplification considérable effectué par la commission Juncker qui rend un peu le budget aujourd'hui beaucoup plus lisible. Mais il n'en reste pas moins que la plus grosse enveloppe aujourd'hui, ça reste la cohésion, qui s'appelle Cohésion et Valeurs, dans lequel on trouve effectivement les fonds structurels, le fonds de développement régional, le fonds social, le fonds également le mécanisme de protection civile, le programme santé et la fameuse facilité de relance et de résilience qui est en fait l'instrument de mise en œuvre du plan de relance. La deuxième enveloppe en volume, ce sont les ressources naturelles et l'environnement, c'est-à-dire principalement la PAC, la politique agricole commune, dans ses dimensions d'aide directe et dimensions développement rural, mais aussi tout ce qui est lié à l'environnement, à la protection de la biodiversité. Ensuite, on a, toujours par ordre d'importance, je veux dire financière, le marché intérieur et le numérique. Et là, on a effectivement Horizon Europe, qui est le programme de recherche de l'Union européenne, un programme d'ailleurs qui est fortement utilisé par la France, qui bénéficie d'une excellence de très haut niveau en Europe, notamment grâce au CNRS. Peut-être on pourra revenir là-dessus sur la question justement des contributeurs nets, etc., parce que c'est un point important. Est-ce qu'il y a eu des changements en volume? Oui, il y a eu quelques changements en volume, mais finalement, avec comment vais-je dire, la contribution des 750 milliards qui complètent le cadre financier pluriannuel,
on est à un niveau maintenant qui est beaucoup plus important, y compris pour cohésion et valeur. Parce que juste pour donner ce chiffre, nous avions pour la période précédente 373 milliards pour cette année. On a pour le nouveau cadre financier pluriannuel 356,4 milliards, mais s'ajoute, pardon, excusez-moi, ça c'est l'agriculture. Bon, je vais pas prendre l'agriculture. Voilà, 373, 356,4 et on a ajouté 17,5. Donc, on a en fait le même montant qu'avant, mais avec une contribution du plan de relance là-dedans. Et pour la cohésion et les valeurs, là, on a fait sauter la banque puisqu'on était à 328 et maintenant, on est à 1099 milliards du fait que l'impact de Next Generation EU, donc du plan de relance, est considérable grâce à la facilité relance et résilience. Il ne faut pas oublier. On s'y perd un peu avec ces chiffres et avec ce chevauchement entre le plan de relance et le cadre financier pluriannuel, c'est très difficile de faire des comparaisons. Donc, je crois que pour nos auditeurs, si on pouvait dire, finalement, tu as expliqué, les grandes masses ne changent pas, donc peut-être qualitativement, où sont les nouveaux accents que l'on met sur le budget européen pour les années à venir? Alors, qualitativement, effectivement, on peut considérer qu'il y a 50% du budget qui est dédié aux politiques d'avenir, c'est-à-dire à la recherche, au numérique, mais aussi à la formation professionnelle, à tout ce qui va permettre à l'Union européenne, à l'ensemble de ses États membres, d'être en mesure de faire face à une compétition globale qui est importante dans les domaines les plus sensibles, qui sont effectivement le numérique, la connaissance, le développement de l'intelligence artificielle et bien sûr, l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est l'environnement, le climat et la biodiversité. Où là, manifestement, l'Europe a voulu se doter, et Mme Hayet l'a dit tout à l'heure, d'un budget qui soit considérable pour faire vraiment un pas décisif dans ce plan de relance et dans ce budget vis-à-vis de la neutralité climatique en 2050, puisque 30% de l'ensemble du budget cadre financier plus plan de relance doivent être consacrés à cet objectif climatique de 2050. Merci Baudouin. Et je sais que c'est très difficile de résumer un plan aussi complexe en quelques mots, mais j'aimerais savoir du côté de Mme Hayet, en tant que membre de la commission des budgets du Parlement européen, donc vous avez suivi de près toutes les négociations, puisque les élections ont eu lieu en juillet 2019, et donc vous êtes arrivé au moment où la négociation entrait dans sa phase la plus intense. Que pouvez-vous nous dire de cette expérience aussi en tant que nouvelle membre du Parlement européen et sur le rôle que le Parlement a joué dans l'accord sur le cadre financier pluriannuel? Alors d'abord, un point sur les chiffres. C'est des chiffres qui sont énormes, évidemment. Mais, et moi-même, j'ai participé aux négociations et je mesure aussi, j'en parlerai tout à l'heure, les avancées obtenues par le Parlement européen et évidemment le contexte global avec ce plan global de plus de 1800 milliards d'euros. Mais à la fin, ça n'est que, entre guillemets, 1% du PIB. Là où, quand on regarde outre-Atlantique, on est à le budget fédéral américain, c'est 20%. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fois, c'est beaucoup. Et si on veut vraiment relever les défis du XXIe siècle, je pense fondamentalement qu'il faudra, à moyen terme, qu'on dépasse ce plafond de 1% pour avoir un budget qui soit véritablement ou encore plus ambitieux. Néanmoins, en ayant dit ça, je pense que ces négociations, elles ont été historiques. J'ai eu la chance d'être dans le cœur des négociations puisque dans les négociations sur le cadre financier pluriannuel, le Parlement européen était représenté par une équipe de 6 députés, membres de la commission des budgets, dont j'ai eu la chance d'être. Parce que je représentais mon groupe politique et parce que je suis co-rapporteur sur les ressources propres. Et alors, moi, je me souviens, donc, la proposition qui était sur la table avant qu'on arrive à cette crise, c'était, comme l'a dit M. Baudru, une proposition qui datait de 2018, présentée sous l'ère Juncker. Entre-temps a eu lieu
l'élection du Parlement européen. Entre-temps a eu lieu l'installation de la nouvelle commission avec de grandes priorités. Au passage, moi je fais partie de ceux qui ont regretté que la présidente élue ne fasse pas une nouvelle proposition de budget pour la mettre en cohérence avec ces grandes ambitions que nous avons soutenues sur le climat, sur la numérisation, etc. Bon, le plan de relance a permis d'y répondre au moins en partie. Et quand on est arrivé en 2019 dans ce Parlement nouvellement reconfiguré, les négociations se sont ouvertes lentement. Parce qu'en fait, le Parlement européen avait pris sa position et il demandait 1 300 milliards d'euros, là où la Commission proposait 1 100 milliards d'euros. Il y a eu un premier sommet au début de l'année 2020 entre les chefs d'État et de gouvernement pour arrêter leur position sur le budget, le cadre financier pluriannuel, qui n'a pas été conclusif. Et ensuite, on est arrivé dans la crise. Il y a eu ce plan de relance et en juillet, les négociations sur le plan de relance et cadre financier pluriannuel sont intervenues. C'est le 21 juillet. 3 jours plus tard, le Parlement européen prend une position, on adopte une résolution. J'ai participé à la négociation du budget, mais aussi de toutes les résolutions au sein du Parlement européen. Et dans cette résolution, on dit le plan de relance, c'est super, mais le cadre financier pluriannuel, on n'est pas content avec ça. Ça a beaucoup surpris. Ça a surpris les ambassadeurs qui nous ont dit « mais vous ne vous rendez pas compte, vous ne vous rendez pas compte de l'étape historique ». Nous, ce qu'on a répondu, c'est « mais bien sûr, c'est une étape historique, on la salue, mais on joue notre rôle de négociation sur le budget ordinaire. Et ça n'est pas négociable, et il faut qu'on assume pleinement notre rôle pour envisager sereinement les 7 prochaines années ». Et les négociations ont commencé, elles ont été assez compliquées avec l'ambassadeur allemand qui représentait la présidence allemande et les 27 États membres. Lui nous assurait qu'il n'y avait aucune marge de manœuvre. Et finalement, on a pu conserver évidemment le 30% des dépenses du budget dédié au climat. Ça avait déjà été acté entre les chefs d'État et de gouvernement et ça, c'était vraiment une très bonne nouvelle. On a pu obtenir une cible dédié à la biodiversité. 10% du budget doit être dédié à la biodiversité. Ça, c'est absolument nouveau. On a pu obtenir des renforcements, les fameux 16 milliards qui ont été évoqués. Alors, vous me direz, et on nous a dit, vous demandiez 1 300 milliards d'euros, à la fin, vous avez 1 074 milliards d'euros plus les 16 milliards. Vous n'avez obtenu que 16 milliards d'euros, vous vous êtes couché. Et moi, depuis que je suis arrivée au Parlement européen, j'avais des commentateurs qui me disaient « mais cette année encore, sur cette négociation encore, le Parlement européen va se coucher ». Et à la fin des négociations, quand on a eu 16 milliards, ces mêmes commentateurs m'ont dit « mais comment vous avez fait? C'est bluffant, on n'y croyait pas ». Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer un peu, remettre dans le contexte. Sur les précédentes négociations, le Parlement européen avait obtenu en 2012 4 milliards d'euros d'argent frais. Et sur 2006, non, c'est l'inverse. En 2012, il avait obtenu 0 milliard d'euros d'argent frais, mais il avait obtenu d'autres éléments, mais pas en argent sonnant et trébuchant. Et en 2006, il avait obtenu 4 milliards d'euros. Et là, on a obtenu 16 milliards d'euros pour renforcer la santé, Erasmus, la recherche, l'investissement, etc., etc. Et ça, oui, c'est nouveau, ça a bluffé les commentateurs. Et je crois qu'on peut être assez fier de ce résultat. Et ce résultat, c'est le fruit de l'unité du Parlement européen. Ça a été notre force. De l'équipe de négociation, on a été 6 membres de groupes politiques différents, avec des allers-retours systématiques entre avec le président du Parlement européen et avec nos leaders de groupe. Et vraiment, l'unité du Parlement européen, à mon sens, a été décisive. Et ce Parlement européen, il s'affirme. À certains égards, il est éruptif. On l'a vu avec le vote sur les commissaires, par exemple, et le vote de le rejet de la candidate française. Mais je pense que fondamentalement, le rôle du Parlement européen, c'est de jouer les empêcheurs de tourner en rond du Conseil. Il y a des choses dont on sait qu'elles sont bloquées au Conseil. Les ressources propres, c'était le cas du mécanisme État de droit. Le Parlement européen, quand il met, et plus on avance dans le temps, plus on voit que le Parlement européen s'affirme, quand il a des lignes rouges, quand il les respecte, parce que parfois ça n'a pas toujours été le cas, on a du résultat. C'est le fruit, évidemment, de nos prédécesseurs qui avaient déjà cranté, si je peux me permettre l'expression. Et il faut qu'on en tire les expériences pour la suite. Et puis un mot personnel, j'ai eu la chance de participer à ces négociations. C'est mon premier mandat dans un Parlement totalement reconfiguré.
j'ai participé à des négociations avec des collègues dont c'est le 3e mandat qui me disent mais tu te rends compte, il y a des députés européens qui sont là depuis 15 ans et qui n'ont jamais participé à de telles négociations et c'est une vraie chance que tu as. Et ça, je le mesure, ça a été beaucoup de travail. J'ai appris aussi, je n'avais jamais négocié, j'y ai pris plaisir. Mais voilà, tout ça, c'est le fruit de l'histoire, de l'engagement et du fait que le Parlement européen, au fur et à mesure des années, a pris du poids. C'est musclé, si je puis me permettre. Mais il reste beaucoup à faire et typiquement sur ce qu'on a négocié, le gros enjeu, c'est effectivement l'enjeu du respect de l'accord parce qu'on sait que certains pourront être tentés de retarder, de dévier. Et sur l'accord interinstitutionnel et les modalités de remboursement du plan de relance, on sera extrêmement vigilant. De la même manière que sur le respect de la conditionnalité état de droit, vous pouvez compter sur le Parlement européen pour être très vigilant sur la mise en œuvre effective de ce mécanisme. Madame Aye, j'ai une question pour vous. Il y a quelqu'un qui nous pose comme question que dire du débat et du vote à l'Assemblée nationale mardi sur le plan de relance et les ressources propres. Alors, ce vote, il est important. Je crois que il n'y a peut-être jamais eu une décision sur les ressources propres soumise à la ratification du Parlement français qui aura été si politique. En fait, ce texte qui va être, je l'espère, ratifié par l'Assemblée nationale et par le Sénat, il sert à quoi? Il a 2 objectifs. Il sert à autoriser la Commission à aller chercher l'argent sur les marchés pour engager ces 750 milliards d'euros. Et il faut l'accord de tous les parlements des 27 États membres. Alors, selon les États, il y a des processus différents, mais en clair, il faut que tous les parlements nationaux donnent leur accord. C'est un processus qui est long. Normalement, ça prend 1 an et demi pour ratifier une décision sur les ressources propres. Là, il va falloir faire ça en un temps record. Chypre, l'Italie et la Croatie l'ont déjà fait. La France va le faire dans les prochaines semaines, et puis il y aura tous les autres. Donc c'est une décision à enjeu parce qu'il faut aller le plus vite possible pour permettre à la Commission d'aller chercher l'argent sur les marchés et de déployer le plus vite possible l'argent sur les territoires. Et elle a une autre vocation, c'est le début de la mise en œuvre des nouvelles ressources propres, parce que dans cette décision sur les ressources propres, il y a aussi la création de la première des ressources propres, c'est ce qu'on appelle la contribution plastique, qui est celle qui a été actée et qui sera mise en œuvre le plus tôt possible, enfin, au 1er janvier 2021, de façon rétroactive, avant d'entamer les négociations sur demain le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ou la taxe sur les géants du numérique. Donc, vote très politique pour permettre à l'Europe d'aller chercher, à la Commission d'aller chercher l'argent sur les marchés, et vote, alors j'espère que les parlementaires français vont l'accepter, mais vote à forte symbolique, et on n'est pas à l'abri de soubresauts encore, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la Pologne et de la Hongrie, même s'il y a eu une solution, on n'est pas à l'abri que le Parlement hongrois et le Parlement polonais soient exploités ou que leurs responsables politiques demandent au Parlement de retarder le processus ou d'émettre un vote négatif pour retarder le processus. On n'est pas à l'abri que certains parlements nordiques aussi, qui n'étaient pas historiquement très favorables à la genèse du plan de relance, tant que le vote n'a pas lieu, on n'est pas à l'abri. Et M. Baudru, je crois que c'est M. Baudru qui a cité tout à l'heure la situation aux Pays-Bas. La démission du gouvernement Rutte pose question. J'ai lu encore récemment que normalement la coalition, les partis de coalition et les parlementaires ne devraient pas remettre en cause leur soutien au plan de relance. Mais là encore, les situations politiques peuvent être sont plus ou moins stables et on peut toujours avoir des surprises. Donc, il faut être très vigilant jusqu'à la fin du processus. Merci Madame Aguet. Merci beaucoup pour ce témoignage personnel aussi qui nous éclaire sur le rôle du Parlement et qui répond à tous ceux qui s'inquiètent un peu du caractère démocratique du processus décisionnel en Europe. Je crois qu'on voit à la fois la complexité, mais aussi le fait que le Parlement joue un véritable rôle dans les décisions au niveau européen. Je voudrais maintenant revenir au niveau régional, en fait, et me tourner vers M. Brossard en lui demandant, du point de vue d'une région, quelles sont les retombées de ce cadre financier pluriannuel? Comment, de votre point de vue, voyez-vous la décision qui a été, à laquelle on a abouti, et quelles seront les retombées pour la région? Et en effet, donc, les retombées du cadre financier 21-27 sont importantes. Ce sont aujourd'hui des fonds qui, on verra à peu près ce que ça représente, mais qui, sur cette génération déjà,
14-20 était déjà assez importante, puisque sur la génération 14-20, c'était environ 2,5 milliards d'euros de 2014 à 2020. On avait coutume de dire en région, juste avant qu'il y ait un transfert de compétences sur les transports à la région, que c'était un budget annuel de la région. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, la région Nouvelle-Aquitaine avait un budget de l'ordre de 2,5 milliards d'euros au moment de la fusion, il y a 5 ans. Et 2,5 milliards, c'est le montant qu'on avait de fonds européens régionalisés. Donc, c'est un montant vraiment considérable. Hein, c'est un septième de notre budget. Sur la génération qui s'annonce, on va avoir finalement globalement un maintien des fonds européens de ce périmètre au niveau français, mais l'architecture française étant bouleversée par une décision du gouvernement de reprendre en partie des crédits FEADER qui vont revenir au niveau national et de laisser en région qu'une partie de ces crédits FEADER, ce montant va baisser. On n'a encore pas toutes les estimations financières concernant le FEDER et le FSE, donc la politique de cohésion. C'est un maintien à quasi euro près, 872 millions d'euros sur 7 ans. On avait ce même montant sur les 3 anciennes régions, donc la région Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui avait 872 millions d'euros. Donc là, c'est plutôt une stabilité. Compte tenu de l'architecture globale, on est plutôt satisfait. Et à titre d'information, Nouvelle-Aquitaine, c'est la 2e enveloppe française de la politique de cohésion derrière Hauts-de-France, je crois. Je ne parle pas des DOM, je parle des régions métropolitaines. Les DOM ont des enveloppes bien plus considérables que nous. Donc voilà, il y a un montant assez important de FEDER FSE qui va être fléché à la fois sur ce qu'on va appeler le bloc Une Europe plus intelligente, le soutien à la recherche, à l'innovation, aux PME, à la numérisation au sens large. Là, c'est plus de 40% des crédits, 42,5% de ces crédits-là. Un bloc très important concernera les transitions écologiques et énergétiques. On a, nous, mis en place à la région une initiative qu'on appelle Neoterra, qui est le pendant du Green Deal européen, une stratégie finalement de conversion de nos activités et de nos soutiens. Là, c'est 40% des crédits, 40% des crédits FEDER tournés vers l'environnement. Et puis, la Commission a mis en place une initiative intéressante, enfin, a proposé la mise en place, qui a été bien sûr négociée très longuement avec le Parlement et le Conseil, ce qu'on appelle l'Europe plus proche des citoyens, un objectif un peu territorial pour revenir vers les territoires, on va dire ça comme ça. Et donc, la région propose, elle, de mobiliser un montant assez important de crédits européens sur cette question-là. C'est 17,5% des crédits. Ce qui est important, c'est que les seuils minimums se tournent autour de 8%. Donc, on voit bien qu'on a ici un effet, comment dire, une ambition vraiment supérieure à ce qui existe dans les règlements. Et puis, le dernier point sur le FEDER FSE, c'est ce qui concerne le FSE, le Fonds social européen. Je le disais tout à l'heure, le volet emploi, formation, insertion. Alors, en fonction des répartitions des compétences, bien entendu, c'est différent puisqu'on a à la fois un programme national sur le FSE et des programmes régionaux en France. Mais c'est 134 millions d'euros quand même sur la période qui permet de financer la formation des demandeurs d'emploi, des espaces d'orientation, le soutien à l'apprentissage, l'accompagnement de projets en matière d'économie sociale et solidaire. Donc, c'est assez vaste. Et puis, si on regarde les 2 autres fonds qui concernent vraiment les territoires régionaux en France, c'est le FEADER, le 2e pilier de la PAC. Donc, ce fameux fonds où le gouvernement en France a décidé de reprendre une partie de la gestion de ces crédits en centrale et de ne laisser qu'une partie. Mais on attend encore les estimations. Donc, on pourrait avoir des montants sur 21-27 de l'ordre de 500-600 millions d'euros. Ce que je vous dis aujourd'hui est vraiment à la très grosse touche, puisque la décision du gouvernement, elle est en ce moment, d'ici fin janvier. Donc, on en saura plus très, très rapidement. Et puis, le dernier fonds dont nous avons la responsabilité en région, c'est le Fonds pour les affaires européennes maritimes et de la pêche, le FEAMPA. Et ce fonds, en Nouvelle-Aquitaine, ça représente à peu près 35 millions d'euros sur le soutien à la pêche, au secteur de la pêche, à l'aquaculture notamment. Et on est la 2e enveloppe de France derrière la région Bretagne, puisque ça s'explique bien sûr par notre façade maritime et notre industrie, on va dire ça comme ça, en aquaculture qui est très importante. Donc, vous voyez, tout ça pourrait faire aux alentours d'1,5 milliard d'euros, mais bien entendu, d'autres crédits FEADER au niveau central qui concernent le soutien à des mesures
notamment les mesures agro-environnementales, les mesures de soutien au bio ou les indemnités compensatoires des handicaps naturels. Pour faire très simple, on aide les zones agricoles qui ont le plus de difficultés, en tout cas qui ont le plus de contraintes géographiques. Tout ça pourrait peut-être ressembler au montant que nous avons aujourd'hui de l'ordre de 2,5 milliards d'euros, mais demain peut-être répartis différemment entre les fonds régionaux et les fonds nationaux. Et puis peut-être un petit mot sur l'état de préparation des programmes, de tout ce que je viens d'évoquer. On est, on va dire, dans la dernière ligne droite, ce semestre 2021. On est encore aujourd'hui dans la négociation. À l'heure où je vous parle, nous venons de recevoir, il y a 1 heure, les retours de la Commission européenne sur les projets de programme FEDER-FSE qu'on va analyser. Et d'ici l'été, on pense avoir finalisé sur les différents fonds que j'évoquais, FEDER, FSE, FEADER et FEAMPA, la négociation avec la Commission et avec nos partenaires régionaux pour la mise en œuvre de ces fonds. Et on pense que donc l'adoption formelle de tous ces programmes, c'est entre la fin de l'année pour les programmes qui seraient entre guillemets prêts et puis le FEADER qui, lui, a un calendrier un peu différent avec des années de transition plutôt courant 2022. Merci. Plusieurs sympathisants nous avaient envoyé des questions concernant le secteur de la culture, qui est un secteur évidemment fortement frappé par la crise actuelle. Et je me demandais si vous pouviez nous illustrer ce que pourrait être, comment les fonds européens pourraient être utilisés pour soutenir ce secteur ou d'autres secteurs qui sont frappés par la crise actuellement. Je pense évidemment au tourisme. Oui. Rapidement, juste pour donner une idée concrète de ce qui peut être fait avec les fonds européens. Tout à fait. Ce qu'on essaye de voir en ce moment, à la fois, tant dans le plan de relance que dans les programmes européens qu'on négocie sur 21-27, c'est d'identifier des actions de tourisme ou culture. Ce ne sont pas des thématiques qui, en tant que telles, étaient identifiées à l'origine, même dans l'histoire de ces programmes européens. Et donc, on rentrait plutôt par une approche dérivée, c'est-à-dire on soutenait la culture soit par des approches numériques, notamment. On peut aujourd'hui soutenir le secteur touristique par des approches liées aux transitions énergétiques. Est-ce qu'on les aide? Est-ce qu'on aide des entreprises touristiques? En tout cas, c'est ce que nous préconise la Commission, à améliorer leur performance énergétique, les modes de production d'énergie, des choses comme ça. Donc, on n'a peut-être pas forcément une entrée tourisme et culture très, très forte, au sens où on négocie encore pour savoir si on pourrait soutenir des grands investissements ou des infrastructures en matière touristique, mais de façon dérivée, en touchant à l'innovation, en touchant au numérique, en touchant à l'emploi, à la formation. Ces thématiques-là, bien sûr, peuvent être éligibles et des projets touristiques et culturels peuvent être soutenus sur notre territoire. Nous, par exemple, pour ceux qui connaissent notre territoire, on va tenter d'aider, on va dire, la rénovation, la réhabilitation du site de Vassivière, qui est un site au sein de la région Limousin, un site touristique, pour essayer de le remettre en 2.0, on va dire ça comme ça, avec des crédits européens pour accueillir un tourisme durable dans les prochaines années. Je crois d'ailleurs qu'au niveau du cadre financier pluriannuel, les programmes soutenant la culture ont été renforcés avec l'aide du Parlement européen. Ça fait partie des 16 milliards. Je ne sais pas si Baudouin-Baudru voudrait nous dire un mot sur les programmes européens en matière de culture, parce que je sais que ça intéresse plusieurs de nos auditeurs. Si je laisse de côté Erasmus, évidemment, qui en soi est un programme d'échange culturel finalement, hein. Il y a effectivement le programme Europe créative qui a été renforcé à l'issue des négociations avec le Parlement de 600 millions d'euros. Donc on est aujourd'hui à 2,2 milliards d'euros pour la prochaine période, alors qu'actuellement on est à 1,4 si je ne me trompe. Et c'est un programme qui est effectivement avec un budget relativement modeste, c'est vrai, mais qui porte en fait des projets qui sont très emblématiques. Il y a les fameuses capitales de la culture, par exemple. Il y a la promotion de la création artistique par le cofinancement de festivals, par exemple. Il y a quelque chose de tout simple qui sont les traductions des œuvres littéraires ou des films, donc les sous-titrages qui peuvent être donc financés par ce programme, de manière à ce qu'un artiste qui crée une œuvre littéraire, par exemple, dans un pays comme la Lituanie, s'il n'y a pas de traduction, son public sera extrêmement restreint au niveau de l'Europe. Et donc, ce programme permet effectivement de déployer, en fait, sur l'ensemble du marché unique, et même au-delà, évidemment, le champ sur lequel les œuvres des artistes peuvent être lues, regardées, écoutées, etc.
regardez simplement la capitale de la culture en 2013 à Marseille. Cette ville a été métamorphosée. Et c'est en grande partie, je dirais, grâce à ce levier du programme Europe Créative de l'époque, que tout a basculé. Et je pense qu'effectivement, on doit continuer à faire ça. On devrait probablement pouvoir faire plus, mais en effet, 2,2 milliards, c'est mieux qu'avant, mais on devrait pouvoir faire un peu plus encore à l'avenir. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Madame Boudinot finalement pour avoir votre avis sur la vie des régions en général en tant que membre du comité des régions. Comment les régions ont-elles reçu ce cadre financier pluriannuel? Est-ce un progrès de votre point de vue par rapport au cadre précédent? Disons que les dégâts ont été amortis et effectivement, je salue vraiment le rôle du Parlement européen qui a été, qui est réellement monté en puissance et qui a pris à bras-le-corps cette question de budget, qui a imposé en partie ses vues. Madame Hayé l'a dit, ça reste très modeste puisqu'on est à 1,07, je crois, % de l'ensemble de la richesse européenne. Donc, c'est un budget. On peut parler de 2000 milliards, ça paraît énorme, mais en même temps, c'est assez ridicule. Nos programmes de recherche financés par les fonds européens sont extrêmement modestes par rapport à ce que financent les États-Unis en termes de recherche. Donc, et ça, je crois qu'il faut insister sur, elle l'a dit, mais j'accentue si je peux son propos, cette question de ressources propres, c'est-à-dire que le budget européen ne soit pas totalement dépendant du chèque que fait chacun des États membres, est une question mais essentielle, vraiment dans le sens premier du terme, c'est le devenir de l'Union européenne qui se joue en ayant fait passer cette idée que les ressources propres devaient alimenter dorénavant ce budget. C'est l'avenir de l'Union qui vraiment était là en question. Et le Parlement européen n'a pas été pour rien dans le fait que cette question des ressources propres a été prise en compte. La crise du Covid aussi a joué, donc il y a eu une conjonction, il faut le saluer. Grâce à ces ressources propres, on a sans doute sauvé à la fois évidemment le plan de relance qui en dépendait. On a sauvé aussi le Green Deal parce que je pense que là, quand il y a eu la crise, la plupart des pays ont dit « Oh là là, il faut sauver notre industrie, il est essentiel de sauver nos PME », ce qui est vrai. Mais dans l'esprit de certains, c'était on reste avec le même petit budget et puis tant pis pour le Green Deal, ça on verra plus tard, c'est accessoire. Donc là, on a réussi, Madame von der Leyen avec ses commissaires Frans Timmermans et puis le Parlement européen, à sauver finalement l'ensemble des budgets qui sont essentiels pour préparer l'avenir de l'Union européenne. Et donc le comité des régions a été vraiment aux côtés du Parlement pour exiger évidemment plus d'ambition du budget et s'en satisfaire, même si évidemment ce n'est pas à la hauteur des ambitions. Comité des régions comme Parlement européen exigeait 1,33% du budget. Bon, et on est resté à 1,07. Ce sera pour la prochaine fois. Je me permets de rebondir sur ce que vous dites. On a une question qui a été posée par rapport à quel montant va être dédié aux ressources propres dans le budget européen. Je crois que c'est pour Madame Hayé. Très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on arrive à la fin de notre webinaire. Alors, tout est à construire, les modalités des futures ressources propres et donc les recettes qu'on en attend, mais on a un calendrier très précis. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le cadre financier, sur les années 2021-2027, il faudra rembourser 12,9 milliards d'euros d'intérêts. Donc, il faudra avoir suffisamment de ressources propres pour rembourser ces 12,9 milliards d'euros. Mais à partir de 2028, il faudra avoir suffisamment de ressources propres pour rembourser 15 à 25 milliards par an. Les 12,9 milliards dont je vous parlais, c'était sur les 7 ans. Mais à partir de 2028, on rembourse le capital et l'intérêt. Et les intérêts, ça veut dire que sur toutes les négociations qui vont s'ouvrir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il faut qu'on ait des ressources propres en diversité et avec des recettes qui soient au minimum de 15 à 25 milliards d'euros chaque année. Donc, on a beaucoup à faire. Merci beaucoup. François, tu as disparu?
François a disparu, donc je vais me charger de conclure ce webinaire. Et je voulais très rapidement refaire un petit tour de table en vous demandant à chacun si cet accord est à la hauteur des ambitions de l'Union européenne, de votre point de vue. Je vais commencer par Madame Boudinot, peut-être. J'ai en partie répondu. Bien sûr que non, que ce n'est pas à la hauteur de nos ambitions. Il faudrait aller plus vite, plus loin sur la transition climatique, la préservation de la biodiversité. Bon, on l'a vu, mais en même temps, évidemment, on a franchi vraiment une étape historique, ça je le redis, et je crois on va dans la bonne direction. Voilà, c'est un peu trop lent, mais honnêtement, et on n'a pas parlé par exemple de l'achat des vaccins en commun, on a parlé de la santé, mais honnêtement, on en serait où si chacun des pays avait dû se faire concurrence là sur le marché, sur une production insuffisante de vaccins? Quelle image on aurait donné si ça n'avait pas été pris en charge par l'Union européenne? Donc voilà, on progresse et ça rend optimiste et enthousiaste. Monsieur Baudru. Très rapidement, Hélène, je dirais que compte tenu de l'histoire du budget européen, on a fait un pas de géant l'année dernière. Même si c'est vrai que toute proportion gardée, on reste toujours avec un budget tout proche de 1% du PIB, ce qui est extrêmement modeste par rapport à d'autres pays ou d'autres régions du monde. Mais je crois qu'en gros, on peut être satisfait de ce qu'on a atteint cette fois-ci. On n'est pas au bout. Je pense qu'il faudra continuer, en effet, à être plus ambitieux. Je pense par exemple à la défense ou au réseau européen pour l'énergie. Là, il n'y a pas encore beaucoup de budget. Il n'y en a pas assez, à mon avis. Mais enfin, on avance. Alors, il y a quand même un truc qu'il faut absolument souligner, c'est qu'il faut que les États membres et les régions, enfin, toutes celles et ceux qui vont utiliser ce budget, fassent en sorte qu'ils soient en capacité de l'absorber. Il y a une nécessité absolue d'avoir cette capacité, parce qu'on va avoir des milliards d'euros qui vont arriver maintenant. Il faut pouvoir les utiliser correctement, relativement vite, puisque le plan de relance, il est valable 3 ans. Hein, ce n'est pas comme le cadre financier. Et pour ça, la Commission, par exemple, a fait une proposition de 80 simplifications pour les fonds structurels. Il faut maintenant que les États membres fassent la même chose, parce que la difficulté et les complexités sont aussi le fait des États membres. Il faut vraiment là avoir un changement culturel pour que les porteurs de projets ne passent pas leur temps à construire un dossier, mais au contraire qu'ils puissent déployer leur projet grâce au soutien financier européen. Merci. Samuel Brossard. Oui, à la hauteur de vos ambitions pour l'Union européenne? Oui, bon, je dirais j'ai la même position que les autres intervenants, c'est-à-dire que quand on voit d'où on part, et moi ça fait une petite vingtaine d'années que je suis sur le sujet, et où on est aujourd'hui, on mesure bien quand même l'effort considérable qui a été fait. L'étape d'après, c'est certainement les ressources propres, parce que le côté retour toujours sur la contribution est certainement un peu pénible. Je voulais juste rebondir sur ce que disait M. Baudru. Les simplifications, c'est certainement le point central de l'utilisation de ces fonds européens dans la prochaine génération. On est arrivé, je trouve, et encore une fois, je le fais avec ma petite casquette de vieux soldat, on est arrivé, je crois, au bout de cette logique de complexité des fonds, tant au niveau communautaire que français, il a raison. Tout est imbriqué finalement. Et là, il faut vraiment que ce soit une période qui ouvre les fenêtres et les portes sur des simplifications. La Commission, quand elle veut proposer des choses, elle y arrive très bien sur des montants forfaitaires, des choses comme ça. Et donc, je pense qu'on peut aller plus loin que ça. Je ne vous cache pas qu'au quotidien, sur le terrain, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on est en train de dire là. Et que n'importe quel bénéficiaire qui est en train de nous écouter doit se dire que nous sommes très loin de la réalité. Je minimise un peu les choses, mais en tout cas, on a un vrai travail à faire de ce point de vue-là pour absorber ces fonds sur les bons projets et pour les bons porteurs. Merci. Et finalement, Madame Hayet? Je vais être dans le même état d'esprit. On avance. On a avancé. Il y a tout un tas de tabous qui ont sauté l'année dernière grâce au Covid, parce qu'il faut bien lui trouver des éléments positifs à ce virus. Et moi, ce que je retiens, c'est que, bien au-delà du montant, on passe pour la première fois à un endettement commun. C'est historique dans la construction européenne. Dans les négociations, ce qu'on a réussi à obtenir Parlement européen, c'est l'inscription dans le droit de l'introduction de nouvelles ressources propres, c'est la mise en place d'un mécanisme de protection de l'état de droit qui soit efficace, suffisamment robuste. Et ces deux éléments-là, les ressources propres et la conditionnalité d'état de droit, c'est absolument structurant pour l'avenir de l'Europe. Et c'est aussi ça qui me rend confiante pour l'avenir, parce qu'il faut y aller pas à pas.
Mais demain, pour avoir plus d'argent pour le budget européen, il faudra des ressources propres. On y est. Et demain, pour respecter l'ADN de la construction européenne, il faudra évidemment, alors ça devrait aller de soi, mais manifestement, ça n'est plus le cas aujourd'hui, il faut absolument respecter la dignité humaine, les valeurs qui sont au fondement de la construction du projet européen. Et ça, je pense que c'était absolument nécessaire de remettre les points sur les i, et on y est. Donc, je suis très optimiste. Merci François, je te passe la parole pour les conclusions. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous. Je crois que ce débat a été tout à fait riche et intéressant pour tous ceux qui nous ont écoutés. Je voulais remercier donc Valérie Hayet, députée européenne du groupe Renew, Baudouin Baudru, qui est le représentant de la Commission européenne en France, Isabelle Boudinot, qui est vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine et responsable des relations internationales. Et de l'Europe. Et Samuel Brossard, qui est le DGA en charge de l'Europe et des relations internationales. Merci, oui, je crois que le micro de François a été coupé. Oui. Alors, je me permettrai moi aussi de remercier beaucoup Lucia Cafaro, le Centre des jeunes de la jeunesse d'Aquitaine. Merci à vous, Hélène et François, pour avoir animé les échanges. Dommage que François ne soit pas là. Désolée, mais je vais devoir conclure ce webinaire et remercier encore une fois tous les intervenants pour des interventions d'une très grande qualité. Le webinaire a été enregistré. Nous vous communiquerons le lien de cet enregistrement sur le site du Mouvement européen France, Gironde, et France aussi d'ailleurs, et sur la page Facebook, Lucia, je crois. Tout à fait, oui. Et ça sera disponible même en replay sur les pages du Mouvement européen, du Centre d'information Europe Direct et sur la page des Europe Direct Nouvelle-Aquitaine. Merci à tous. À tous. Et au revoir. À vous et bonne soirée. Merci, au revoir.